Bonjour Rémi, bonjour Benjamin. Bonjour. Bonjour. On se retrouve pour un sujet, je pense, qui va parler à beaucoup de monde. Donc, comment créer et mettre, enfin, structurer un pôle Customer Success. Donc, on va voir un petit peu par où commencer, les profils qu'il faut recruter, comment vous avez peut-être démontré la valeur d'un service CS en interne. Et on va voir tout ça. Mais d'abord, pour commencer, est-ce que vous pouvez chacun vous présenter en quelques mots, expliquer peut-être pour quelle entreprise vous travaillez, peut-être le produit ou service que vous proposez également. Rémi, vas-y, je te laisse commencer. Ouais, merci Benjamin. Bah écoutez, moi je suis Rémi Cordon, donc je suis arrivé dans l'entreprise Illwin Technologies maintenant il y a presque un trimestre. Nous, on est une entreprise scale-up qui a été fondée en 2017, donc qui à la base travaille avec le Paris Digital Lab de Centrale Supélec et on met à disposition des grandes entreprises des solutions IA qui sont sur mesure ou alors sur solutions produits étagères, ce qui se fait de plus récent à l'état de l'art. Donc on va du développement de la petite solution de Callbot jusqu'à l'intégration de chatbots ou de solutions de numérisation et de résumés de texte pour des très grands groupes à des échelles beaucoup plus importantes. Voilà. C'est clair. Et moi, Benjamin Marchand-Lenoir, fait une quinzaine d'années que je suis dans l'environnement de la relation client. Plus particulièrement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que ça fait 10 ans que je suis Head of Customer Success. Historiquement, c'était pour un SaaS qui était dédié au CAC 40 et plus particulièrement aux directions innovation dans le CAC 40. Le fait est que ce SaaS a été racheté depuis, donc je conserve le même poste. J'ai une équipe d'une dizaine de CSM à peu près, dont la principale mission est de s'assurer que ces outils sont bien déployés, cette fois-ci worldwide et plus seulement en France. Et à côté de ça, j'ai deux, trois autres petites activités aussi, parce que j'adore m'ennuyer. Je suis enseignant en marketing digital depuis une grosse quinzaine d'années aussi. Et avec mon bon ami François Decaux, que je pense que vous devez connaître du podcast CSM Zenco, voilà, on essaie aussi d'être un peu présent dans l'écosystème Customer Success français. Dernièrement, notamment, on a lancé un cahier de vacances là, pour l'été 2025, qui a plutôt particulièrement bien fonctionné. Enfin voilà, on fait deux, trois autres trucs. Et aujourd'hui, donc, c'est Ouais, plutôt ma casquette head of que je vais prendre. trop bien. Mais oui, on l'a vu partout, le carnet, stop. Peut-être d'abord, Rémi, ça fait combien de temps que tu es CSM dans ton entreprise? Moi, c'est tout récent. Ça fait un trimestre que je suis arrivé chez Illwin. Avant, j'ai une grosse expérience dans le monde du cloud, donc plus de 4 ans chez un hébergeur français qui était Scaleway. Donc j'étais team lead de la partie CSM, donc il y avait une dizaine de personnes. Et on était sur une entreprise avec des process qui étaient très bien rodés, avec une head of Customer Success au-dessus qui avait plus de 20 ans de métier dans des grosses entreprises comme Microsoft ou HP. Donc c'est des méthodes américaines qui ont été éprouvées, vues et revues pendant plusieurs années. Comme le monde du CS en France, c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement exploité et développé dans toutes les entreprises, j'ai pris la décision de partir dans une entreprise à taille un peu plus réduite qu'un énorme bloc comme le groupe Iliad dans lequel j'étais pour aller développer quelque chose de formidable avec une équipe, en tout cas, dévouée sur la partie engineering et apporter cette brique qui est compliquée à mettre en place, mais qui est passionnante quand on le fait bien. Très clair. Et du coup, quel est le contexte, que ce soit pour toi ou Rémi ou pour Benjamin, quand vous avez dû un petit peu créer votre pôle Customer Success, c'était quoi le contexte? Vous êtes arrivé dans l'entreprise, c'était quoi l'équipe CS? Est-ce qu'il y avait que vous? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Comment c'était? Tu veux que je prenne la suite, Benjamin? Vas-y, t'es lancé, je dirais après de mon côté. Aujourd'hui, moi, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, c'était une volonté du directeur commercial et de la direction de l'entreprise d'insuffler cette pratique CSM parce qu'aujourd'hui, les ingénieurs ne peuvent pas continuer à développer à fond des produits qui demandent une expertise technique très élevée et en même temps faire de la réponse à du ticket autre que du ticket support, par exemple des demandes de facturation ou même globalement des sujets contractuels. Et j'arrive dans un contexte où il y a une petite équipe de 6 commerciaux, donc des BDR et des account exécutives, qui sont répartis soit sur des solutions SaaS produits, soit sur du sur-mesure complet. Donc ces gens-là, aujourd'hui, font le suivi des contrats clients, de tout ce qui est delivery et mise en place des solutions, encore une fois, très techniques. Donc il fallait insuffler quelqu'un qui puisse prendre la relève là-dessus et qui soit à la fois à l'aise sur les sujets financiers, déploiement technique et en même temps qui sache parler aux ingénieurs parce que c'est pas toujours quelque chose de facile à faire dans les SaaS. Donc voilà le contexte dans lequel je suis rentré. Et, c'est une entreprise en pleine croissance. Donc ça bouge beaucoup, ça va très vite et c'est toujours un challenge à faire. Euh, de mon côté, quand j'ai rejoint la startup dans laquelle j'ai été recruté, UMAP, c'était au tout début de l'aventure.
j'ai été le deuxième salarié et le premier qui était pas tech, hein. Le premier salarié, c'était celui qui est devenu après lead dev. Et donc moi, en l'occurrence, en numéro 2. Euh, donc le produit qui était vendu, c'était un SaaS, enfin qui est vendu toujours, c'est un SaaS, avec une vraie volonté de scaler. Et là où c'est quand même un petit peu paradoxal, c'est la volonté était de scaler sur un produit qui est extrêmement customisable. Donc dès le départ, quand j'ai rejoint cette entreprise, il y avait une forte dimension delivery slash gestion de projet. Et c'est petit à petit, lorsque cette partie-là, qui était gérée, pour ainsi dire, ou assez peu gérée par les cofounders, lorsque j'ai pris cette partie-là à ma charge, et lorsque effectivement les choses ont été un peu plus processées, rodées, etc., c'est seulement ensuite qu'il y a eu une vraie démarche CS qui a pu être construite avec volonté de fidéliser, volonté de stabiliser un NRR, volonté de faire de l'expansion également, etc. Mais le contexte, pour te répondre, Justine, voilà, je suis arrivé, j'étais sur une page blanche et il fallait tout construire avec la première brique qui était le delivery. Ah, c'est bien, ça nous fait un super point commun pour la suite, alors. Exactement, ouais. Le côté mouton à cinq pattes où il faut comprendre un peu la tech, parler aux invés, etc. Je connais. Je connais pas mal. Mais en plus, c'est plutôt rare, je trouve, que tu sois, enfin, que le deuxième salarié ce soit un CSM. Je trouve que c'est un beau green flag que je trouve pour une entreprise. Et Ouais. qu'est-ce qui a motivé un peu votre recrutement? Enfin, pour toi, Rémi, du coup, j'ai un peu compris, et c'était l'équipe commerciale non, c'était les ingénieurs qui s'occupaient. Il y avait peut-être besoin de prendre la relève dessus. Mais est-ce que c'était un nombre de clients? Est-ce que c'était vraiment plutôt de la charge en termes de mission? Qu'est-ce qui a motivé un petit peu voilà, votre recrutement à tous les deux? Euh, Globalement, quand tu as une entreprise qui dépasse la centaine de salariés, tu vois plus loin, tu vois les 300, 400, 500, et tu te dis, bah, les clients vont grossir avec. Et après, tu as une typologie de client qui est particulière. C'est-à-dire que nous, ici, c'est du grand compte. Donc le grand compte demande aussi un investissement et une précision dans ce que tu vas leur apporter qui est importante. Il y a la réactivité qui est aussi très importante dans ce sujet-là. Et quand tu as un account exécutif qui est censé avoir, on va dire, 80% de son temps à développer des nouveaux marchés, aller étendre des grandes entreprises qu'il a déjà touchées, on n'attend pas forcément de lui qui passe plus de temps à faire de la gestion de projet et de la gestion de produits une fois qu'il a vendu un package. Donc, c'est dans ce contexte-là où, si tu veux, au bout d'un moment, on a dit, OK, stop, l'AE doit redevenir un AE à 100%, aller chercher du deal, aller closer du nouveau business et faire la passation avec le CSM. Donc, au niveau du RACI, c'est ça où c'est intéressant de le concevoir quand on part de zéro, c'est de se dire bah, à quel moment en fait le CSM entre dans la danse. Moi, je suis parti du postulat que le CSM doit entrer dans la danse limite avant la signature du deal pour mettre un visage sur qui va accompagner derrière la partie delivery qui est très technique et qui va ensuite prendre la suite d'un an, 2 ans, 3 ans d'échange. Donc, c'est une position qu'il faut adopter complètement à l'écoute. Il faut être très ouvert sur la typologie de clients qu'on va avoir. Et bah, Benjamin, tu le sais, Justine, tu le sais, les grands comptes, des fois, ça peut être très exigeant comme ça peut être très fluide. C'est très aléatoire quand on discute avec eux. Mais il faut au moins avoir une vraie rigueur dans la prise d'information et ce, dès avant la signature contractuelle, parce que c'est là où on peut rater justement des choses et mal faire le onboarding par la suite. Partage. Je ne peux que partager. Moi, pourquoi, de mon côté, UMAP a décidé de s'équiper et de monter un pôle dédié au delivery, puis plus tard au CS, tout simplement parce que c'était deux des trois cofounders qui s'occupaient du delivery et de la gestion de projet, etc. Et que quand tu veux, au bout d'un moment, voilà, faire grossir ton entreprise, forcément, il faut que tu délègues et c'est pas là où ils avaient le plus de plus-value. Donc, ils ont choisi de prendre quelqu'un, en l'occurrence moi, pour s'équiper de toute, enfin, pour s'occuper, pardon, de toute cette partie-là. Et Benjamin, au niveau charge, Voilà. parce que Justine posait la question pour les clients, mais niveau charge, toi, tu as eu tout de suite beaucoup de clients ou tu as commencé progressivement avec peu? Alors, c'est il y a 10 ans, donc j'avoue que le chiffre précis, un petit peu trop loin pour que je m'en souvienne. En termes d'ordre de grandeur, on devait avoir, je pense, une dizaine de clients, donc que du grand compte, hein, comme je disais tout à l'heure, une dizaine de clients, ce qui fait que voilà, quand on a 2, 3, 4, les 5 grands maximum, tu peux, en tant que co-founder, passer un peu de temps avec eux, creuser leurs besoins, faire du training sur l'outil, etc. Voilà, passer à 10, c'est absolument plus possible. Donc c'était à peu près ce volume-là, sachant qu'on a dépassé quelques années plus tard, une fois que toute la démarche s'était bien installée, on a dépassé la centaine de clients grand compte français. Bon, c'est une belle réussite, ça. C'était pas mal, oui, c'était pas mal. Tout à Et fait. du coup, par quoi vous avez commencé voilà, pour structurer le pôle? Parce que tous les deux, finalement, vous êtes arrivés en premier. Est-ce que vous avez d'abord fait
un audit, bon, peut-être plus pour Rémi, parce que toi, tu avais tout à créer, Benjamin, mais est-ce qu'il y avait un audit qui a été fait? Est-ce que vous avez créé le parcours client, peut-être qui n'était pas fait? Voilà, qu'est-ce que vous avez mis en place, vraiment les premières étapes? Vas-y, prends la suite, hein, Benjamin. Euh, Customer Journey, essayer de bien découper c'est quoi les différentes phases d'un client qui signe. OK, à partir de quel moment j'interviens et c'est quoi les différentes étapes? Est-ce qu'il y a du training ou est-ce que le soft se suffit à lui-même? Est-ce que tu as besoin, au-delà du delivery, est-ce que tu as besoin, je sais pas, de passer du temps en physique, en présentiel, à distance, etc. Donc, quelles sont les grandes étapes de ton customer journey? Comment, dans chacune de ces étapes-là, tu intègres un success plan? Donc, en phase de training, ça va être quoi la KPI qui va être la plus importante pour le client? Est-ce que ça va être d'onboarder un maximum de personnes? Est-ce que ça va être au contraire un time to market qui va être le plus rapide possible? Voilà. Et évidemment, l'étape d'après, c'est au-delà de ces différentes phases du customer journey, c'est comment est-ce que dans chacune de ces phases-là, tu optimises au maximum la relation pour toujours montrer que tu apportes de la valeur. Donc, à nouveau, hein, c'est quoi les KPIs de succès? C'est quoi les éléments du success plan d'une part? Et comment est-ce que tu démontres euh, mois après mois, année après année, que tu apportes toujours de la valeur? Donc, c'est les Tu basiques, hein, regardes. finalement, mais Tu regardes si ce que tu as mis en place au début fonctionne et tu te dis, bah mince, finalement, ça fonctionne pas du tout, on va essayer autre chose. toujours en itératif. Donc d'abord tout seul, enfin tout seul, avec les cofondateurs bien sûr, mais d'abord tout seul parce que j'étais un peu le seul, le seul pilote à bord. Et après, quand j'ai commencé effectivement à structurer l'équipe, à recruter, etc., ça s'est toujours fait main dans la main avec les différents membres de mon équipe. J'ai pas la prétention de penser que je suis le seul à avoir les bonnes idées ou à avoir repéré quel élément de nos process doit être amélioré. Et tu reportes à qui directement, toi? Alors, à l'époque, je reportais directement au cofondeur et aujourd'hui, dans l'entreprise qui a racheté cette startup, il y a trois grandes business units. Je reporte au patron de la business unit innovation à laquelle enfin, dans laquelle je suis pas, à laquelle j'appartiens. Ok. Donc, plutôt des décideurs qui, s'ils ont envie de, sur un claquement de doigts, dire OK, on change tout, on recommence ou on débloque du budget pour accélérer ou n'importe quoi, je suis plutôt en phase de décideur, qui est très appréciable. Et en Ouais, fait, nous Toi, aussi. du coup? ouais. Oui, pardon, Justine. Non, non, bah, enfin, j'allais donner la parole à Rémi, mais en fait, tu avais déjà dit aussi que tu avais mis déjà, toi, la première chose en place, c'était définir qui faisait quoi. C'est ça ce que tu as mis en premier, non? Quand tu parlais de matrice RACI. Tout à l'heure? Ouais. Ouais, en fait, tu as une grosse partie de définition. En plus, c'est ça qui est bien quand tu arrives dans une boîte qui est engineering driven, c'est que tu pars des définitions. Il faut définir qui fait quoi, il faut un cadre. Donc, ce que j'allais répondre tout à l'heure à ta question, qu'est-ce que tu fais la première chose, c'est tu t'assois, tu regardes comment les gens échangent entre eux, tu épluches des mois et des mois de canaux Slack pour voir un petit peu qui répond à quoi le plus souvent et quelles sont les parties prenantes sur les différents sujets. Après, tu t'arranges pour comprendre un petit peu et te souvenir des têtes sur les différentes BU ingénieurs de l'entreprise. Parce que finalement, les sales, il n'y en a que 4 ou 5, donc tu arrives à comprendre facilement avec qui ils discutent. Et là, tu commences un processus en fait de création de slides, hein. C'est bête, bête et méchant, mais tu fais un playbook. C'est-à-dire que tu pars de la définition d'un CSM, puis au fur et à mesure, tu affines comment le CSM s'inscrit dans l'entreprise dans laquelle tu arrives, parce que tu vois, c'est très différent. Moi, je viens d'une entreprise avant où il y avait plus de 40 000 clients. Chaque CSM avait presque à l'initial 200 comptes à gérer. Donc en fait, finalement, tu fais presque limite de la compte management Mm. avec des KPI financiers. Et finalement, on te demande plutôt combien ça va quand tu arrives que comment ça va avec les clients. Donc, in fine, quand tu arrives dans une boîte plus petite où tu peux structurer, bah, il faut le faire valider par la direction. C'est-à-dire que t'as des idées avec on va dire des grosses mailles qui peuvent englober des fonctions de CSM. C'est joli au début de dire oui, le CSM assure la pérennisation du revenu. C'est joli de dire que le CSM prend le suivi commercial, mais ensuite, il faut le mettre en pratique. Il faut mettre des vrais termes qui parlent aux gens de l'entreprise. Des Et c'est à ce KPI aussi. moment voilà, et les KPI, et c'est à ce moment-là où en fait tu fais une feuille de route descriptive. Moi, je suis vraiment parti d'une définition globale. Je me suis dit, voilà, cette définition, je vais essayer qu'elle tienne pour 3 4 ans, avoir une espèce de feuille de route sur laquelle je peux me raccrocher si jamais mes futures idées sont moins bonnes. Et à ce moment-là, une fois que j'ai fait valider sur les 3 4 premières semaines tout l'aspect KPI, l'aspect outil que j'allais faire utiliser au CSM et que moi je vais utiliser aussi en crash test au début, bah, je me dis, OK, là j'ai une base solide. Et ensuite, tu rentres dans le concret. Et pour en parler après, mais moi, du coup, la rentrée dans le concret, c'était m'assurer que les données du CRM sont hyper clean. Parce que tu peux pas derrière structurer un pôle CSM si toute cette partie dashboard, visualisation de données et savoir où t'en es en fait n'est pas parfaitement chirurgical.
Donc voilà, ça a surtout été, comme disait Benjamin, de l'itération au début, de l'itération qui est passée au niveau de la direction, donc c'est un très bon signal, ça veut dire qu'on est vraiment aligné sur là où on veut aller, au moins dans la croissance des années qui arrivent. Et puis après, bah là, tu vois, moi je rentre en plein là, actuellement, je rentre en plein dans la phase de test. Je vais vraiment éprouver ce que j'ai sorti avec les clients. Je vois qu'il y a des choses qui fonctionnent déjà, d'autres qu'il faudra peut-être que j'améliore, mais voilà. Sur un parc de combien de clients, à peu Aujourd'hui, près, hein? aujourd'hui, on est parti du postulat que le CSM, pour avoir vraiment un rôle efficace, il devait être sur la partie produit de l'entreprise. Donc non pas avec les clients sur mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parc Sur le produit SaaS. sur le SaaS, voilà exactement, Hmm. tu vas choisir une solution étagère qui est à l'état de l'art chez nous. On se dit, bah, ton CSM, techniquement, il doit comprendre ce qui se passe. Donc, globalement, tu peux le faire avec, je pense, une bonne quinzaine de clients aujourd'hui, sans te mettre trop Ok. en difficulté et te surcharger. Avec une approche high touch, du coup? Très high touch, ouais. Ouais, ok. C'est vraiment de l'échange quotidien et c'est. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais par exemple, moi je sais que j'ai toujours apprécié discuter en direct sur Slack avec mes clients, surtout que Slack est utilisé par beaucoup, beaucoup d'entreprises et c'est assez facile. Ton client qui est DSI, CTO d'une entreprise ou même lead engineering sur une partie qui a adopté ton produit, il te pose une question, c'est quand même beaucoup plus simple que d'organiser un meeting, ça monte ta réactivité, ça monte ta proactivité aussi. Donc moi, c'est quelque chose que j'accepte en tout cas dans une organisation, ces discussions un peu informelles par Slack, je trouve que c'est pas mal aussi pour fluidifier la relation. Ouais, ça dépend beaucoup du persona que tu as en face de toi. Il y a côté tech, etc., côté DSI chez les grands groupes. C'est vrai qu'ils sont assez friands d'être sur d'autres outils que ceux qui sont, enfin, des outils un peu plus in real time que le classique mail ou que l'invitation Teams une fois par mois. Donc, ouais, c'est pas étonnant. OK. Approche high touch, donc ce test sur 15 clients. L'idée, c'est que, enfin, je me permets de poser des questions, Justine, hein, tu me Oui, coupes, vas-y. si jamais. Sur ce test auprès de 15 personnes, tu t'es donné une timeline. Tu sais que, je sais pas, tu te donnes 3 mois de test ou 6 mois ou un an pour pouvoir mesurer un NRR, ou Ouais, est-ce que tu le fais? Ouais. clairement, je me dis à partir de combien de temps et d'échanges je peux réussir à déclencher de l'upsell ou du cross-sell, tu vois. Déjà Ok, donc mesurer ta ça à partir KPI, c'est de. l'expansion. Voilà, exactement. Bah, l'expansion Ok. est l'un des KPI sur lesquels je vais mesurer par la suite une équipe de CSM. Mais je me suis dit, voilà, timeline janvier 2026, où est-ce que je suis arrivé, comment les échanges ont explosé avec les clients et essayer de me dire, bah ok, tu sais, essayer d'avoir une retombée. Par exemple, quand tu fais une présentation de mise à jour d'une solution à un client, tu Mhm. lui présentes les nouvelles features et tu es accompagné d'un ingénieur qui peut parer aux éventuelles questions techniques. Tu dis, bah voilà, cette présentation sur cette typologie de compte, combien de temps derrière il y a des retombées? Au bout de combien de temps le client va me recontacter pour oui ou non peut-être implémenter d'autres choses ou aller taper d'autres offres? Donc je me suis donné janvier 2026, je pense qu'une timeline de 4 mois après les premiers échanges, c'est quand même pas mal. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'en 4 mois, t'espères avoir des opportunités d'expansion. Et il faut bien, ouais. Faut- Ah non, mais c'est très bien, en fait, c'est super. Top. Ok. Et sur si je peux me permettre une deuxième question, Justine, à nouveau, n'hésite pas à me couper. Au-delà de l'expansion, sur la pure fidélisation, est-ce que tu as aussi des KPI, typiquement, je sais pas, un NRR, même d'autres? Totalement, parce que je pense que c'est comme toi, nous, le modèle de SaaS est basé sur un modèle de licence. Donc, tu as du sur-mesure, tu Ouais. as du forfait, tu as du régie et tu as de la licence, hein, qui est quand même le gros du travail. Comme aujourd'hui, tu passes sur de la contractualisation avec des grands groupes, les contrats se ressemblent pas forcément. Tu es quand même obligé d'adapter un petit peu avec tout ce qui se fait. Et il faut réussir, d'un point de vue à compte exécutif, à t'aligner avec les attentes du prospect. Ça, c'est aussi quelque chose qui est délicat. Mais donc derrière, en fait, en tant que CSM, bah, tu es obligé d'aller pérenniser ces licences. Tu es obligé, d'un point de vue KPI, de te dire, bah, OK, sur 2026, j'ai tant à renouveler ou j'ai tant à pérenniser sur 2027. Donc je me dis, bah, voilà, un bon reach de ça serait un 75-80%. Moi, tu vois, aujourd'hui, je l'ai défini à 90% parce qu'on est sur une solution qui est tellement technique qu'une fois que tu l'as implémentée, ça te coûterait quand même très cher de t'en sortir. D'un point de vue purement engineering. On parle pas de licence là. On parle de sortir d'une solution comme ça qui est implantée chez toi. Le produit est suffisamment sticky pour créer de base de la fidélisation. Et c'est pas du lock-in, hein. Attention, j'arrête tout de suite, on n'est pas comme sur AWS ou ce genre de choses où on vient complètement bloquer les usages parce qu'on peut pas en sortir. C'est juste qu'en fait la solution est tellement bien finie et poussée que c'est pas logique d'en sortir par la suite. Donc ça, on va dire ça facilite le travail du CSM. Ok. Du coup, là, vous avez parlé pas mal de choses. Vous aviez dit que tous les deux, c'était un peu finalement, vous avez tous les deux de l'approche high touch. Est-ce que c'était pour tous vos clients ou vous aviez peut-être une autre segmentation particulière, une autre approche en fonction de certains clients? Enfin, voilà, on n'a pas parlé encore de segmentation, donc est-ce que vous aviez
dès le départ, segmenter votre base client ou au contraire, c'était tout le monde dans le même, enfin la même approche? Rémi? Ouais, si tu veux. Alors moi, on va dire, je l'ai pas encore breveté, j'aimerais bien, mais j'ai voulu passer par un modèle de matrice. Un modèle de matrice où tu remplis avec plusieurs critères qui correspondent à des points. Ça te donne un scoring à la fin, et en fait, ce scoring te permet de te dire, aujourd'hui, tu as du T1, T2, T3, T1 étant le plus critique, T3 étant le client que tu peux laisser, on va dire, sur 2, 3 semaines sans forcément être au taquet au niveau des relances, des réponses et de la proactivité. Euh, Aujourd'hui, ça s'est basé sur un échange qui est très important avec ton account exécutive. C'est-à-dire qu'en amont de la signature de deal et en amont de la passation avec le client, c'est à ce moment-là où tu dis, OK, lui, il est super agile sur cette solution. Lui, il a besoin d'énormément d'accompagnement là-dessus. Ce client-là, c'est hyper stratégique pour l'entreprise. Donc, en fait, tu remplis des points à chaque fois. Ça te donne un score. Et ce score-là, moi, je le rentre dans HubSpot. C'est calculé automatiquement avec un workflow. Et ça te dit, à la fin, sur un tableau de dashboard de suivi, tu as tant de clients T1, T2, T3. Évidemment, c'est absolument pas statique. Ça bouge. Si tes projets évoluent, bah, tu changes. Mais par exemple, si tu signes et Benjamin va tout à fait me comprendre, mais tu signes un logo que tu veux absolument depuis un an, tu sais qu'il te faut ce logo pour tes testimonies, il te faut ce logo pour arriver sur les salons en disant, voilà, on est partenaire avec cette entreprise. Mais même si tu commences avec 5, 10K, 20K sur cette boîte-là, bah, c'est un client stratégique. Donc là, le scoring va être vraiment impacté et pondéré par ce critère de client stratégique pour l'entreprise. Voilà, ça c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est la notion de health score. C'est-à-dire que tu vas mixer probablement un peu d'usage, en tout cas, je m'avance peut-être, mais tu vas mixer un peu d'usage avec d'autres critères un peu plus qualitatifs du type, effectivement, est-ce que ce logo il est important pour nous? Quand est-ce qu'a lieu la date de fin de contrat? Est-ce que c'est proche, pas proche? Quel est l'état de la relation avec le CSM, avec le sales, enfin avec la compte exécutive? Je crois que c'est comme ça que tu les appelles chez toi, Rémi. Mais c'est du pilotage par le health score. Et donc, tu as Ouais, ensuite. j'ai vraiment différencié L-score et matrice de scoring, hein. C'est vraiment OK. deux choses très distinctes chez nous. Le L-score va être le déclencheur de tout ce qui est churn risk, les automatisations dans Slack qui vont dire par exemple le L-score a baissé sur ce client-là ou la tendance mensuelle est moins bonne. Donc ça, c'est vraiment à part le L-score chez nous. En fait, c'est Il dans est les que- composantes comme Benjamin, enfin, j'imagine que c'est ça que tu pensais, Benjamin, dans les composantes dans ta construction, ça ressemble un peu au score de Oui, santé, mais c'est comment tu l'utilises à la fin, c'est pas pareil. ouais, la finalité n'est absolument pas la même. Ouais. Et dans ton health score, tu intègres quoi comme dimension? Que de l'usage ou tu as d'autres choses du coup? Alors surtout de l'usage, parce que nous, c'est quand même le cœur du Ouais. réacteur. Et ensuite, nous, alors, il y a une dimension qui va être adoption. Le score est surtout lié à l'adoption parce que finalement, comme c'est des produits qui sont terriblement complexes, imagine que de l'autre côté, chez ton client, tu es 3 personnes de l'équipe ingénieur qui s'en aillent. Il faut derrière que le client puisse aussi remettre les forces de son côté pour réévangéliser sur le produit qu'on lui a vendu avant. Donc si tu commences à voir qu'il y a un écart d'échange, c'est un peu particulier, tu sais, le client répond moins sur 2, 3 mois, les updates sont moins suivis, il y a moins de tickets qui sortent, bah là, c'est déjà un trigger d'alerte. Et finalement, le L-score, nous, est calculé par rapport à ça, surtout à l'usage. Ouais. OK. Donc, si tu as un entonnoir, en macro, tu as ta matrice dont tu parlais tout à l'heure, et en micro, tu as plutôt ton L-score, si je En comprends bien. micro, tu as plutôt ton L-score. Oui. OK, d'accord. OK. Ce que je, ce que je vois un peu plus traditionnellement, c'est que les deux sont fondus en un, qui est le health score. Ça intègre effectivement la dimension account management, la dimension sniff test du CSM, etc., etc. Tu l'inclus avec, en plus des métriques d'usage, tu l'inclus dans ton health score, mais effectivement, en choisissant la pondération en fonction de ton secteur d'activité, ton produit, etc. Mais OK. Et alors, typiquement, imagine tu as un health score qui, en termes d'usage, tous les voyants sont au vert, mais de l'autre côté, tu as ta matrice qui te dit, oh là, attention, là, sur celui-ci, il y a danger. Du coup, ça déclenche forcément une action proactive de ta part. Et ben en fait, c'est pas la matrice qui va te dire il y a danger, c'est ton L-score qui va te dire il y a danger. Ta matrice, elle va te dire c'est un client de cette taille-là qui est stratégique ou non pour l'entreprise. Point barre. OK. Hmm. Voilà. Donc, en fonction de ta double lecture, ce L-score, il est moyen, mais le client n'est pas très stratégique. C'est-à-dire que tu ne le prioriseras pas versus le même niveau de L-score, mais sur un client qui est plus stratégique. Plutôt Ouais. comme ça. T'es prêt à OK. bosser avec moi? C'est bon. Mais ouais, c'est ça, en fait, OK. ton tier 1, c'est vraiment tes comptes stratégiques. Et tier 3, bon, pas dire qu'ils sont moins importants, mais en tout cas, en termes stratégiques, c'est voilà, c'est moindre, quoi. C'est ça. Bah, en fait, tu peux faire un tiering avec une donnée toute bête au niveau purement revenu. Il y a des entreprises avec du SaaS qui peuvent Ouais. faire comme ça. Si c'est un SaaS assez simple à mettre en œuvre et finalement tu te dis bah, je classe mes clients par rapport au montant qu'ils dépensent chaque mois, ok, fair enough. Par contre, si tu veux aller
beaucoup plus granularisé cette analyse, surtout dans un contexte grand compte, bah, tu es obligé de faire des choses beaucoup plus complètes pour avoir un scoring à la fin qui n'est pas forcément parlant à tout le monde au premier abord, mais une fois que tu l'as expliqué, bah, c'est beaucoup plus clair. Et du coup, derrière ce scoring, bah, tu te dis, est-ce que je mets de la force sur ce compte? Combien en journée homme je vais aller pousser à ce niveau-là? Est-ce que ça vaut le coup de remuer une équipe de 10 ingénieurs pour aller pérenniser le produit du client? Et derrière, Benjamin, tu as tout ce qui s'ensuit et je serais ravi que tu m'en parles aussi de ton côté, mais comment tu vas aller, avec quelle fréquence envoyer des NPS? Comment tu vas dynamiser l'échange avec ce type de grand compte? Donc voilà, ça, je suis curieux aussi de savoir comment tu fais de ton côté, ouais. Il y a une réponse avant et une réponse après Covid. Avant Covid, tu vas voir les gens. Alors, déjà, pardon, avant de te répondre, Rémi, peut-être pour répondre à Justine, Ouais. euh, la segmentation, nous, ça a toujours été effectivement du high touch. Après, quel est le niveau d'effort qui est mis pour chaque client? Ça se fait avec un L-score, appelons-le comme ça, dans lequel on intègre aussi bien de la dimension usage que de la dimension financière, que de la dimension relationnelle, etc., etc. Mais que du high touch, quoi qu'il arrive. Euh, L'accompagnement CSM chez moi, il est offert dans une certaine mesure. Par contre, dès que le client a besoin d'un peu plus d'accompagnement, ça devient payant. Après avoir testé beaucoup de modèles, on se rend compte que passer énormément, même sur du high touch, même sur du top manager dans des très très grosses boîtes, euh, offrir entre guillemets énormément de jours hommes, énormément de temps de présence de quelqu'un qui est là pour te conseiller, pour t'aider à réussir, parce que c'est vraiment le rôle du CSM, ça dénature l'image et les efforts du CSM. Le client euh, ne prend pas forcément la mesure de l'impact que le CSM peut avoir sur sa réussite à lui. Et donc, c'est pour ça que nous, on a choisi de le tarifer. Et le fait est que pour pouvoir mesurer l'avant-après, euh, en ayant toujours, quel que soit le client, peu importe qui paye du service et de l'accompagnement ou pas, en ayant toujours une base avec des échanges quand même très réguliers, on a des QPR, des choses comme ça, bah, malgré tout, avant-après, ouais, le client qui paye, il a conscience de la valeur parce qu'il paye justement, et donc la relation est beaucoup plus assainie avec lui, versus quelqu'un qui te sollicite énormément et qui a la sensation qu'en fait tout lui est dû parce que justement il paye pas. Non, mais c'est hyper Euh, intéressant ce que tu dis. Mais du coup, je t'arrête juste sur ce point-là. C'est-à-dire qu'au ouais, niveau vas-y, je t'en prie. rémunération de tes CSM, est-ce que tu inclus cette dimension forfaitaire en forme de commission, en forme de variable, ou est-ce que c'est juste un variable complet sur KPI? Comment tu l'as mis derrière? Ça, c'est C'est un intéressant. variable. Aujourd'hui, à date, c'est un variable sur plusieurs indicateurs. À la fin de l'année, on fait les. Alors, il y a des choses qui peuvent tomber au cours de l'année si tu fais du cross-sell notamment, parce qu'on a plusieurs produits. Donc, si tu arrives à détecter une opportunité commerciale sérieuse et qu'après les transformer, même si c'est le sales qui transforme, en tant que CSM, tu peux avoir effectivement une commission. Et après, à la fin de l'année, on va calculer ton NRR, et donc tu seras incentivé là-dessus avec un système de fourchette. Chez moi, c'est entre 95 et 105%, enfin 105 et plus. Donc, autrement dit, en dessous de 95% de NRR, t'es pas commissionné. Et après, tu as un deuxième indicateur qu'on mesure qui est le niveau d'upsell que tu as fait durant l'année. Et là aussi, tu es commissionné selon un système de fourchette. Ah, c'est Voilà. intéressant. Parce que toi, tes contrats, ils courent sur 12 mois, 3 mois, 3 ans? C'est variable, pas en dessous de 12 mois. Et ça peut aller, selon les appels d'offres, ça peut aller jusqu'à 2 ans, 3 ans, 4 ans. Typiquement, on est très implémenté chez les fournisseurs d'énergie français, pas les citer, tout l'écosystème autour d'eux en tout cas. Et là, on a des contrats qui peuvent durer jusqu'à 6 ans. Donc, ça peut être très long. Enfin, ça peut être plus long que 12 mois. Super intéressant. Bah, j'ai plein de questions à te Euh, poser après, Benjamin, sur ça. ok. Pardon, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Donc, segmentation, high touch. Rémi, je sais que je devais également répondre à une de tes questions, mais je me souviens plus laquelle. NPS avant Covid, après Covid, Voilà. NPS avant, enfin, NPS, relation au sens large avant Covid, après Covid. Comment est-ce que tu fais pour maintenir une bonne relation avec tes clients avant Covid? Tu vas les voir. C'est-à-dire quand peu importe le mouvement que tu as sur ton L-score, que ce soit un mouvement positif ou négatif, si tu as une baisse, forcément, tu décroches le téléphone, forcément, tu vas aller voir et tu ressors ton success plan et tu dis, OK, alors voilà où on en était la dernière fois qu'on a pu s'en parler. Voilà, nous, en perspective, ce qu'il y a dans la roadmap. Voilà ce que je pense, moi, ton conseiller, ton trusted advisor. Voilà ce que je pense, moi, qui va pouvoir t'aider dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Continuons de travailler ensemble et peaufinons le plan d'action si jamais toi, tes objectifs ont changé. Post-Covid, plus compliqué. C'est plus compliqué parce que, mine de rien, bah, comme on le fait aujourd'hui, on n'est pas tous autour de la table
vous êtes un peu éparpillés, peut-être en Île-de-France, peut-être ailleurs. On est tous en visio. Euh, c'est, c'est beaucoup plus facile. Je ne sais pas ce qu'il en est, Rémi, mais moi, dans mon industrie, tout le monde ne jure absolument que par la visio, y compris à l'international. J'ai de plus en plus de clients. Enfin, j'ai l'essentiel de mon parc maintenant est à l'international. Euh, et donc, tout le monde favorise la visio, sauf que le problème de la visio, même si c'est extrêmement pratique, et que peut-être que je suis en pyjama en dessous que vous ne voyez pas, c'est très pratique effectivement, mais malgré tout, pour créer du lien et pour pouvoir détecter les signaux faibles, pour pouvoir analyser les réactions, etc., c'est vachement plus compliqué. Donc, pré-Covid, il n'y a pas de débat. Je n'ai pas une grande conviction sur la mesure du NPS, mais j'ai une très très grande conviction sur le fait d'aller voir les gens pour pouvoir les regarder dans les yeux, pour pouvoir lire un petit peu entre les lignes. Post-Covid, bah, faut que ton health score soit vraiment béton pour pouvoir effectivement être capable de te sortir des datas, être capable de donner des pistes de réflexion sur pourquoi est-ce qu'un health score monte ou pourquoi est-ce qu'un health score baisse. Le gros avantage qu'on a, c'est que nos clients, on les connaît vraiment beaucoup. La plupart, on travaille avec eux depuis des années et des années, on connaît leur contexte, on est extrêmement proactif, on est très en veille, tant sur eux personnellement, ce qui peut évoluer dans leur contexte pro direct, qu'au niveau de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Donc, la plupart du temps, quand effectivement il y a des baisses de health score et des choses comme ça, on est capable de bien interpréter et même si on est en visio derrière, on arrive à, comment dire, à rebondir sur nos pattes. Je vais dire ça comme ça. Mais ça reste plus difficile que quand on est en présence avec les personnes autour de la table. Ouais, je suis Ça, d'accord. ça, ça répond à ta question du coup, Rémi? Ouais, ça répond Ouais. très bien à ma question. Je trouve qu'il y a aussi comment dire, une dichotomie des échanges. Quand tu es par visio, les gens aussi ils sont beaucoup plus permissifs sur beaucoup de sujets, alors que, tu vois, là, en tout cas, c'était le cas dans mon ancienne entreprise, où nous, on Ouais. avait une culture visio 100%. C'est-à-dire que les commerciaux se déplaçaient, même les AE, enfin les avant-ventes, même eux se déplaçaient finalement peu chez le client pour aller convertir. C'était beaucoup, beaucoup de visio, de l'inbound LinkedIn, de la réponse à de mail, de l'appel même téléphonique un peu à froid, même si ça se fait moins maintenant. 40 Euh, 000 clients, tu disais, c'est ça? le parc était de 40 000 clients. Le parc en gestion CSM était entre. Alors, la première année, on l'a réduit drastiquement après, mais la première année, c'était 3 000 clients. Ouais. 3 000 clients avec des revenus en ARR qui allaient à plusieurs millions par mois. Je dis bien par mois. Et jusqu'à les plus petits revenus qui étaient de 3 4 000 euros par mois, quoi. Donc, il y avait un parc très large. Il y avait beaucoup de CSM. Donc, tu peux te permettre d'avoir une segmentation aussi large. Mais oui, oui, derrière, au niveau des échanges, c'est très différent. Là, dès le début, ici, il y a une culture qui est très forte du présentéisme et d'aller voir le client, en tout cas, pour au moins serrer la main et montrer qu'on est présent. Et nous, par exemple, en intégrateur revendeur qui travaille beaucoup avec nous, on a des acteurs de la téléphonie qui sont très connus. C'est vrai que c'est un monde et un marché qui est encore des fois sur des bases d'il y a 15-20 ans dans le business où il faut se rendre sur place, il faut faire des déjeuners, il Hmm. faut accepter de passer 1 heure, 2 heures en réunion tous ensemble autour d'une table pour aller stimuler la matière grise. Donc moi j'aime bien être revenu un petit peu à des bases beaucoup plus humaines comme ça aujourd'hui. C'est une manifestation, enfin, moi en tout cas de ce que je constate, c'est une manifestation d'intérêt, c'est interprété comme tel par les clients. Le Tout à fait fait, que tu prennes la peine de te déplacer, d'aller les voir, etc., généralement ça fait pencher la balance positivement. complètement. Hmm. Ok. Allez, je reviens un petit peu en arrière. Donc, on en était à la création. Donc, on a passé sur plein d'autres sujets, mais c'est super intéressant, donc c'est top. Et j'ai noté mes questions, comme ça, je les oublierai pas. Mais je reviens un peu en avant, enfin en arrière. Vous avez parlé de quelques trucs que vous avez créés. Est-ce qu'il y a d'autres contenus que vous avez créés ou que tu es en train de créer, Rémi? Donc, contenu et aussi outils. Je fais les deux questions en même temps, comme ça. Tu as parlé, toi, de CRM. Est-ce qu'il était déjà là? Est-ce que, enfin, il y a des choses des outils que vous avez mis en place, du contenu que vous avez créé? Oui, bah écoute, en fait, j'avais la chance de partir d'une entreprise qui était déjà familiarisée avec HubSpot. Moi, je viens du monde de Salesforce, donc c'est vrai que Salesforce, on connaît, il y a des millions d'options de personnalisation. Sur la fin de mon expérience dans l'ancienne boîte, j'étais admin sur Salesforce, donc c'est vrai que ça me permettait d'avoir aussi une vraie vision sur comment on crée du reporting propre et où est-ce qu'on crée la donnée, comment on doit la remplir pour pas que ce soit trop fastidieux pour nos chers amis les commerciaux. Donc aujourd'hui sur HubSpot, la licence était déjà présente. HubSpot n'était pas configuré et utilisé comme il se devrait pour une entreprise qui est en pleine croissance. Donc ça, c'était le premier gros chantier. Ça a été d'évangéliser beaucoup au niveau des sales en disant, bah écoutez, vous avez plein de champs qui ne sont pas utilisés, on va vous en créer plein d'autres. Et vous allez voir, finalement, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide de créer des opportunités, enfin suivre des transactions sur HubSpot, de pouvoir faire des transactions Murphy, par exemple, quand on a de l'upsell, du renouvellement
ce genre de choses. Et puis, in fine, avoir des tableaux de direction très propres, de se dire, bah voilà, on a une overview globale des solutions sur mesure, des solutions produits. On a une overview globale aussi bah, de ce qui se passe individuellement par commerciaux, par CSM. Et donc ça, c'était vraiment la partie Ops. Et derrière, bah, j'essaye aussi d'insuffler une grosse tangente Sales Enablement, c'est-à-dire de pouvoir mettre en écrit, mettre des tutoriels illustrés avec des screens, des petites vidéos explicatives sur comment est-ce qu'on configure bien, par exemple, son CRM, comment est-ce qu'on connecte bien ses calendars, comment est-ce qu'on s'assure que nos mails sont bien traqués, et évidemment, comment est-ce qu'on remplit des pages de transaction, des pages entreprises, les liens, la manière de structurer un pipeline et de se dire, bah, OK, quand j'ai annoncé en Business Weekly le lundi matin que mon opportunité avec X ou Y a un forecast à 80%, je sais que je vais la fermer, je sais qu'il va y avoir tant de millions d'euros qui vont rentrer dans le pipe de la boîte, bah, pas revenir la semaine suivante en disant finalement c'est à 60%, je m'étais trompé et puis j'avais pas le bon persona en face. Ça, c'est aussi une culture qu'il faut apporter dans une entreprise qui est en pleine croissance. Je parle de ça à Scaleway, on était presque 1000, quoi. Donc en fait, c'est quelque chose qui est complètement naturel pour les gens qui sont, un, recrutés et deux, là depuis longtemps. Ici, c'est pas des choses qui sont complètement innées. Donc c'est super agréable de voir aussi les sales qui t'entourent quand tu es le premier CSM, de voir qu'il y a cette espèce de d'alchimie qui se crée, que tout le monde met un peu du sien pour aller remplir correctement les CRM, et puis qu'au final, bah, tu arrives avec des choses qui sont super agréables à utiliser, et tu dis, ouf, c'est bon, j'ai ma base. Maintenant, je peux connecter mes success plans, mes dossiers Drive avec mes contrats. Je peux tout mettre correctement et on a un vrai CRM qui est l'étalon mesure en fait de ce qui se passe. Et ça, c'est très appréciable. Je sais pas comment tu fais toi, Benjamin, mais voilà. Euh, je partage avoir un temple, entre guillemets, où toutes les fonctions du sales, j'inclus les CSM dedans, hein, peuvent se retrouver et échanger de l'information et que ce soit le plus structuré possible, c'est absolument essentiel. Contrairement à toi, donc, qui est passé de Salesforce à HubSpot, euh, j'ai eu une énorme chance et une énorme malchance, c'est que j'ai jamais eu à utiliser un produit du marché. Le SaaS qu'on vend, c'est un outil de workflow management qui est extrêmement modulable. Et donc, je me suis toujours construit, enfin, on s'est toujours construit nos propres outils. C'est-à-dire qu'on utilise notre propre outil maison pour faire le CRM, pour faire le health score, pour faire la gestion de projet interne. J'ai dans mon équipe des profils un peu plus tech qui vont faire de la configuration, de la personnalisation, des choses comme ça. On se sert de notre propre outil pour pouvoir s'interfacer avec eux, pour pouvoir faire le suivi. Donc, partage, c'est la priorité d'avoir un point de chute dans lequel la donnée est bien structurée et est capable d'être facilement lisible et exploitée. Ça, c'est évident. Par contre, voilà, moi, mon expérience diffère un petit peu parce qu'on a construit notre propre truc un peu maison qu'on a pu faire évoluer aussi au fur et à mesure de nos besoins versus une solution existante sur le marché. Non, mais c'est tout à fait louable Mais la aussi. logique est la même. La logique est complètement identique. Ouais, bah surtout que HubSpot et Salesforce permettent aussi des workflows, j'imagine, comme vous le faites vous. Et c'est très agréable. Bah, par exemple, Justine, je pense que tu en parleras après, mais tout ce qui est automatisation de renouvellement, tout ce qui est alerte quand il y a des comptes qui sont en baisse, ça, c'est des choses qui sont super agréables d'avoir quand ça te pop-up sur un Slack ou le matin en mail, tu as un résumé des différentes alertes de la veille. Ça, c'est des choses qui sont très faciles à mettre en place. Et je pense qu'une Le équipe comme CSM Ecom, est très proactif. voilà, c'est ça, le CSM, il est proactif. Entre guillemets, il a pu à penser à faire ses devoirs dans le CRM parce qu'on le sait bien, hein, les sales, et je considère que les CSM sont sales. Ça, c'est un avis aussi qui peut diverger, mais les sales ne sont pas reconnus pour être les meilleurs greffiers quand il s'agit de rentrer des informations après des meetings. Donc, quand on leur facilite la vie, c'est bien. Et pour finir de répondre à ta question à propos des outils, moi, quand j'entends outils, j'entends deux choses. J'entends les outils du CSM pour son quotidien et j'entends les outils de la boîte qui permettent au CSM, comme les autres commerciaux, de faire son travail. Donc, ça passe par du Aircall, ça passe par ce genre de choses. Je suis un peu de la vieille école à ce niveau-là. Moi, je considère que trop d'outils tue l'outil. Donc, c'est vrai que j'aime bien, bêtement, par exemple, pour un success plan, avoir une slide avec un versionning slide par slide en fonction des meetings que tu fais avec ton client. Ton success plan est vivant, mais c'est pas un outil que tu viens écraser à chaque fois où tu dois te reconnecter avec des credentials, machin. On voit que c'est déjà assez compliqué avec tous les gens aujourd'hui qui perdent leur mot de passe, qui ont des problèmes de 2FA pour se connecter à droite à gauche. En fait, tu perds assez de temps le matin à 9 heures pour faire ça. Donc je trouve que des outils qui sont partagés très simplement comme des liens Drive, en tout cas à proportion donnée dans des équipes qui sont pas plus grosses que 10 ou 15 personnes, c'est tout à fait scalable et ça permet d'avoir une vraie visu sur les documents que tu uploads dans ton CRM, quoi.
Ça évite d'avoir plein de choses dans tous les sens et qui coûtent cher à la boîte. Parce que mine de rien, quand une boîte grossit, les licences, c'est un budget qu'il faut pas oublier. Et ça sert à rien d'arriver dans une entreprise et dire bah, j'ai besoin de tant de licences 360 Learning par exemple, tant de licences Aircall, tant de licences Zelic, j'en passe, Mm. il y en a beaucoup comme ça. Mais il faut savoir mesurer aussi le budget quand tu arrives, quoi. Ouais, je suis plutôt l'école moins mais mieux. Donc, à nouveau, notre propre outil qu'on configure dans tous les sens pour que ça réponde à la majorité de nos besoins. Et quand on a un besoin qui n'est pas couvert, on va voir effectivement au sein de notre groupe quels sont les autres outils qui existent. Mais franchement, honnêtement, c'est quand même très très rare qu'on utilise autre chose que notre propre outil. Oui, puis j'imagine que tu as dû rencontrer plusieurs fois dans tes 10 années de CSM, oui, j'ai pas d'outils, donc je peux pas le faire. Ça, c'est une excuse que moi, je peux pas entendre, par exemple. Ouais, ouais, tu te Entendre, je suis débrouilles pas fermé, mais toujours. Ouais. tu te débrouilles. T'es un commercial, tu es censé être agile. Pour moi, le meilleur CSM, c'est le super technique et le super financier. C'est quelqu'un qui arrive à faire les deux en même temps. Donc, tu es censé créer Ça, faut qu'on en parle. des choses. Faut qu'on en parle. Qu'on en Bah, on va parle. en parler. On va en parler. Je suis même avec vous en fait. Je trouve qu'on a déjà vraiment beaucoup d'outils et on peut maximiser en fait l'usage à chaque fois. On les utilise pas au maximum. Déjà là, tu vois, dans ce que tu disais sur HubSpot, Rémi, j'échange avec plein de CSM qui font pas autant de choses. Donc, même avec vous, mais on va parler maintenant des équipes. Rémi, il me semble pas, pour l'instant, t'as pas encore fait de recrutement dans ton équipe CS. Pas Ok. encore. J'ai une super équipe de moi et moi-même. Ok. Est-ce que tu as enfin, tu vas me dire, mais est-ce que tu as un plan par rapport voilà, au recrutement? Et de ton côté, Benjamin, j'imagine que tu as dû recruter. C'était quoi ton plan? Quel profil tu as recherché? Est-ce que tu as cherché plutôt des profils spécialistes, tu vois, sur une étape du parcours client ou vraiment enfin généraux sur toutes les missions? Voilà. Vas-y, Benjamin, comme ça, je pourrais copier après. Euh, il y a eu il y a eu plusieurs erreurs. Il y a eu plusieurs tests, on va dire ça comme ça, mais il y a eu plusieurs erreurs. Euh, j'ai un profil un peu mouton à cinq pattes. Donc, c'est-à-dire faire du commerce, aller un peu dans la technique, dans le marketing, etc. J'aime bien toucher comme ça un petit peu à tout. Naturellement, quand il a fallu recruter, c'est plutôt le même type de profil que j'ai recherché et que j'ai trouvé d'ailleurs. Le danger des moutons à cinq pattes, c'est que tu deviens très très rapidement dépendant d'eux. Donc ça pourrait, ah, trop bien, en fait, c'est qu'ils sont très très bons. Ouais, c'est cool. Sauf que quand tu as une personne qui est en arrêt maladie, qui veut simplement partir ou qui subit une baisse de motivation, n'importe quoi, bah en fait, tu le sens tout de suite. Et c'est de mon expérience à nouveau, c'est très périlleux d'avoir des moutons à cinq pattes parce que tu deviens beaucoup trop dépendant et tu te reposes trop sur eux après. L'étape d'après, ça a été de réfléchir à comment est-ce que je peux scinder euh, ce rôle de CSM, comment est-ce que je peux scinder les compétences, les actions qu'il y a à faire day to day, etc. Euh, j'ai choisi de pas spécialiser les personnes selon le moment du customer journey où ils sont censés intervenir. Donc, je n'ai pas un onboarder, je n'ai pas une personne qui est spécialisée pour aller être la personne de la dernière chance quand on a des comptes qui vont churner. J'ai pas ce type de profil. Chacun de mes CSM depuis de nombreuses années maintenant vers l'intégralité de la relation du moment où c'est signé jusqu'au moment où ça s'arrête ou ça renew. En revanche, j'ai spécialisé mon équipe selon la géographie. J'ai des personnes qui sont plutôt à vocation internationale et qui du coup vont prendre plutôt des comptes qui sont étrangers. J'ai des personnes qui sont au contraire bien franchouillards et qui font des merveilles sur des comptes français, mais pour qui culturellement ça va être peut-être un petit peu plus difficile et même linguistiquement parlant, ça va être plus difficile avec le reste du monde. Voilà, j'ai déjà une première segmentation de mon équipe selon la zone géographique. Et après, surtout, au-delà de ça, j'ai surtout une grosse catégorisation sur la compétence. Je disais tout à l'heure que dans mon équipe, j'ai des CSM, mais pas que. Bah, effectivement, j'ai des CSM, mais j'ai aussi des techniciens dans mon équipe. Avant le CSM, il était en charge de tout ce qui touche au produit qui est vendu au client. C'est-à-dire que demain, le client dit, ah bah, j'aimerais bien faire ci, faire ça. C'était au CSM de rentrer dans la configuration de l'outil, d'y apporter les modifications, etc. Ça avait énormément d'avantages, mais fameux mouton à cinq pattes dont je parlais tout à l'heure, ça faisait qu'on était très dépendant de personnes
qui pouvaient avoir, et je leur en veux pas du tout, mais qui pouvaient avoir la volonté de partir ou qui étaient malades ou n'importe quoi. Donc maintenant, j'ai des CSM dont le taf est d'être des CSM, focus sur la valeur qui est délivrée, focus sur l'accompagnement, la prévision du churn, etc., et sur l'expansion, bien sûr. Et de l'autre côté, j'ai des personnes qui ont des profils plus techniques, qui n'ont pas vocation à être face aux clients, mais qui, par contre, sont les personnes qui sont derrière absolument tout le delivery. Et j'ai des binômes par client. Donc, c'est-à-dire que pour chaque client, je vais avoir un CSM qui va travailler avec un configurateur, avec un intégrateur, etc., etc. J'ai à chaque fois, pour chacun des clients, bah, je vais avoir effectivement ces binômes, alors qui peuvent évoluer au cours du temps, hein. Pour un même client, je vais avoir peut-être 2, 3, 4 configurateurs qui vont tourner, peu importe. Mais en tout cas, voilà, j'ai choisi d'avoir celui qui représente l'entreprise face au client, le CSM, et derrière, en, en back-office, j'ai d'autres profils qui vont venir donner toutes les billes au CSM pour qu'il fasse bien son job. C'est intéressant. C'est Et ça intéressant marche parce que bien. nous, le Quelle- parti back-office technicien, il est assuré, tu vois, je te disais, par vraiment les équipes ingénieurs. Tu vois, en plus de C'est leur ce temps, qu'on faisait aussi au voilà, départ. ils ont leur espèce de petit temps où ils aident les sales sur de la configuration, ils récupèrent ce qu'on leur demande des fois de faire, qu'on peut pas faire, hein, tout simplement. T'as beau être technique dans les limites du raisonnable, un ingénieur qui a fait des années d'études pour ça, il configurera bien mieux son langage de programmation qu'un CSM. Donc, ouais, c'est super intéressant comme. Au départ, chez nous, c'était beaucoup les devs qui faisaient aussi un peu ça. Assez rapidement, c'est tombé dans les mains de mon équipe et de moi-même, parce que les devs, ils doivent se concentrer sur la roadmap, ils doivent se concentrer sur le debug, ils doivent se concentrer, voilà, sur le fait de nourrir le produit avec plein de nouvelles features et plein d'améliorations. Si tu les pollues avec, enfin, en tout cas, là encore, c'est mon expérience, mais si tu les pollues avec, ah bah tiens, il y a un tel qui voudrait le bouton à gauche, alors que pour l'instant, il est à droite, la valeur ajoutée de ce type de profil est extrêmement faible là-dessus. Donc, nous, le choix a été fait, effectivement, de donner ça à des configurateurs. C'est pas des développeurs, c'est des configurateurs qui sont en lien avec le CSM. Toujours. C'est très clair. J'aime bien ton image de mouton à cinq pattes. Je trouve que c'est le parfait profil, tu vois, de ce que moi j'imagine dans quelques mois être mon futur team lead. Tu vois, avoir vraiment un Alors, profil. sur des postes à responsabilité, je suis d'accord que le mouton à 5 pattes continue d'avoir beaucoup de sens. Sur Voilà. les opérationnels, c'est, je pense, se mettre en risque et mettre en risque la scalabilité de ta démarche que de ne miser que sur des moutons à 5 pattes. Bon, bah, Mais sur les team leads, je suis complètement d'accord. on est complètement d'accord. Et Justine, moi, je vais être un peu plus parce que là, Benjamin a beaucoup parlé de l'aspect opérationnel et du type de profil qu'il avait. Moi, je vais être un peu plus, on va dire, dans l'aspect humain sur ce côté-là. En fait, tu fais pas CSM si t'es timide. Tu fais pas CSM si t'as pas la niaque quand t'es en call. Tu fais pas CSM si t'arrives le matin et que tu fais la gueule. Et en fait, c'est des choses comme ça qui sont innées, tu le sens tout de suite. Moi, tu me disais, qu'est-ce que tu vas recruter plus tard? Est-ce que tu as un plan de recrutement? Oui, oui, j'ai un plan de recrutement. J'ai pas un nombre de recrutements fixe en tête parce que aujourd'hui, on verra en fonction de la charge de travail si mon modèle fonctionne. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, si je me rends compte que finalement, un bon CSM impliqué peut gérer 6 comptes et il n'en gère pas 15, bah à ce moment-là, ça va remettre aussi en perspective ce que je partagerai à la direction en disant, bah voilà, il faut recruter 2 3 4 CSM. Mais moi, je pense qu'une très bonne équipe de 2 ou 3 CSM peut très très bien faire un gros volume de travail, en tout cas sur des comptes T1, T2, les T3 pouvant être laissés un peu plus à la volée, on va dire, pas fixe sur un portefeuille. Et en Ou fait, en c'est une mid-touch. ou en Ou en mid-touch, voilà, mid-touch. en mid-touch, voire même du low-touch, hein, si c'est des comptes juste sur des POC ou ce genre de choses. Et en fait, in fine, moi, ce que j'aime bien, c'est le feeling humain, quoi. Le bon CSM, c'est peut-être Mm. le mec qui a fait de la manutention dans un garage pendant 6 ans, qui a fait une reconversion pour être commercial et qui derrière déchire tout parce que c'est quelqu'un qui, humainement, bah, il fait passer tous les messages. Il n'est pas dans la confrontation avec le client, il va pas toujours dire oui. Enfin, quelqu'un qui dit toujours oui à un client, c'est terrible. Parce que derrière, ça demande des rallonges et des rallonges sur Slack de messages pour expliquer que finalement, il y avait peut-être d'autres solutions, il fallait y penser. Et il faut des gens super vifs, des gens agiles, des gens vifs, tu vois. On parlait des moutons à 5 pattes. Je suis complètement d'accord qu'il ne faut pas que des moutons à 5 pattes. Par contre, un truc où moi je suis assez intransigeant là-dessus, c'est que je veux des gens où ça peps. Et même si ça Mm. clash, hein, c'est pas grave, mais il faut des gens où ça peps. Voilà. C'est pour ça que de mon côté, j'aime bien recruter des profils juniors. Oui, Enfin, voilà. juniors en termes d'expérience. Quelqu'un Ouais. qui a 30, 40 ans, qui est en conversion, mais qui est assez jeune dans le métier du CSM,
pour avoir testé des profils un peu plus seniors, je trouve que les profils juniors, ils ont, comme tu dis, la niaque, pour reprendre ton expression. Ils ont envie que tout marche bien, de se donner les moyens de réussir, etc. Et peut-être que je suis tombé sur les mauvaises personnes, mais sur les profils un peu plus seniors, c'est vrai j'ai constaté qu'ils sont un peu plus sur du confort, un peu plus euh, comment dire, un peu plus, ouais, un peu plus sur leur confort versus y aller, se retrousser les manches, même si c'est des trucs, parce qu'on voit pas ce mytho, hein, le monde du CSM, il y a aussi des choses qui sont pas cool à gérer au quotidien. Bah, malgré tout, sur un profil junior, il y va quand même, versus un senior qui va peut-être un peu plus rechigner à la tâche parfois. Donc ouais, je cherche aussi ce côté niaque dans mon équipe. Bon, bah, je suis 100% convaincue, c'est les profils que je côtoie tous les jours Ouais. C'est avec sûr. R et franchement, ouais, je comprends, ils sont très motivés et l'énergie à chaque fois qu'ils me donnent, enfin, je comprends que c'est les genres de profils que vous souhaitez avoir dans vos équipes. Donc là, c'est pour tous les deux cette question-là. Je vais l'adapter parce que c'est un peu différent. C'est comment ça se passe la collaboration avec les autres équipes et aussi, est-ce qu'il y a des rituels d'équipe que vous avez mis en place? Donc, que ce soit avec l'équipe Customer Success pour toi, Benjamin, ou toi, Rémi, avec les autres équipes, des petits rituels, que ce soit des weekly, des informations que tu leur donnes, sur Slack aussi, est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en place, peut-être un canal ou autre chose? Tu veux que j'y aille, Benjamin? Allez, vas-y. Oui, bah sur Slack, il y a eu la création déjà d'environnements pour les retombées des workflows opérationnels. Donc déjà un canal public feedback client propre avec les têtes d'engineering dedans, plus les managers de direction, plus CSM et les sales. Comme ça au moins l'information se perd pas, on sait qu'il y a quelque chose de tangible et formé, formaté, qui arrive toujours au même endroit. Au niveau des weekly, la boîte était déjà très bien structurée, hein. Il y avait déjà des weekly le lundi matin, il y avait des événements mensuels avec une revue, on va dire, beaucoup plus globale au niveau de la boîte, où tout le monde a un partage de l'information. Et comme je suis dans une entreprise où aujourd'hui il y a une vraie volonté de grossir tous ensemble et il n'y a pas de profil, tu sais, toxique comme tu peux avoir dans une entreprise qui est déjà à 600, 700 personnes, et comme tu disais juste avant Benjamin, qui est dans son confort, dans sa chaise et puis qui bouge plus. Aujourd'hui, c'est une entreprise où tu as besoin du moindre élément de communication, tu vas toquer à n'importe quelle porte. Et c'est ça l'avantage d'avoir une boîte où il y a 100 personnes, c'est que tout va super vite. Tout va super vite, les problèmes sont plus des problèmes. Mais moi, ça me fait bizarre, hein. Tu arrives dans une entreprise où tu rentres en réunion et tant que tu n'as pas solve le problème, bah, tu sors pas de la pièce de réunion. Tu dis pas, je vais le faire. Il n'y a pas de yak à faucon. C'est pas de la procrastination comme on peut avoir des fois dans des gros groupes. Et ce qui est terrible, parce que ça, derrière, ça t'apporte une inertie qui est néfaste au possible pour les boîtes. Là, du coup, les échanges sont hyper fluides. Alors, je sais pas comment c'est, Benjamin, toi, au niveau de tes bureaux, au niveau du remote, mais nous, par exemple, la politique de remote est plus stricte qu'avant Covid, j'imagine. Et on est sur des tables vraiment en open space où tout le monde se regarde en train de travailler, tu rigoles ensemble, tu poses des questions, tu prends le café à 11h30 ensemble. Et en fait, ça, c'est incroyable pour les échanges et pour faire avancer les sujets, quoi. On est beaucoup en remote, non? Beaucoup en Beaucoup en remote. remote. Ouais, pour le coup. Euh, pour te répondre, Justine, donc déjà, comment on interagit avec les autres équipes? Euh, il y a l'époque UMAP et il y a l'époque quand UMAP a été racheté dans une structure déjà bien établie avec plusieurs centaines de personnes, etc. Époque UMAP, je faisais partie du comité de direction, donc ça veut dire que une fois par semaine, il y avait réunion donc avec les trois associés, plus le lead dev, plus la personne en charge du produit, plus moi pour le coup, et où on parlait stratégie d'entreprise, les choix à faire, feedback client, comment on oriente la roadmap, etc. Donc dès le départ, ou quasiment dès le départ, la place du Customer Success Management a vraiment été importante dans les prises de décision au niveau de l'entreprise, ce qui était extrêmement appréciable, bien évidemment. Euh, Comme on a été racheté, euh, aujourd'hui, mon prisme, il est à l'échelle de cette business unit dans laquelle je suis et qui est dédiée à l'innovation. À l'échelle de cette business unit, je travaille main dans la main, on travaille main dans la main avec les devs, avec le commerce, avec le produit. Et j'ai envie de dire quasiment rien n'a changé puisque notre voix est celle qui compte. Euh, un exemple pour illustrer ça, notre voix, elle compte tellement que moi, en tant que Head of Customer Success, je suis dans chaque prospection. Dans chaque un peu avancé, mais non, c'est juste pour dire bon, alors bonjour, on se connaît pas, voilà ce qu'on fait, j'ai pas de plus-value. Mais dans chaque prospection qui est un peu avancée, que ce soit un appel d'offres ou pas, je suis toujours présent pour venir
expliquer les use cases auxquels répond le produit, épauler le sales, expliquer comment le client va être accompagné, ça va être quoi les différentes étapes, les timelines associées, etc. Donc, il y a un vrai travail main dans la main avec l'équipe sales. Pour le produit, pareil, la roadmap, elle se co-construit avec les CSM. Et avec les devs, bah, pareil, en fait, les remontées de bugs, demandes d'évolution, etc. Bah, tout ça est centralisé au sein de mon équipe. Et après, les échanges sont très poussés, on va dire, le lien est étroit avec l'équipe technique. Donc, notre place, je ne sais pas si elle est centrale, parce que j'ai l'impression que tout le monde est un peu central, mais disons qu'elle est en interaction constante avec le reste de l'entreprise, entre guillemets, le reste des autres fonctions, en tout cas dans la même business unit. Sur les rituels, euh, j'ai envie de dire côté informel, il y a des discussions tout le temps avec tout le monde. Les CSM discutent tout le temps avec les sales, notamment. On a des réunions qui sont ritualisées. Voilà, une fois par trimestre, on a toute une journée de réunion entre une demi-journée et une journée de réunion pour passer ensemble l'intégralité des comptes et pour pouvoir effectivement acter qu'est-ce qu'on doit faire compte par contre, est-ce qu'il y a des choses à faire, comment est-ce que ça va impacter la roadmap, etc. Est-ce qu'il y a des actions proactives à mener particulières ou pas. Par exemple, un CSM qui, depuis plusieurs semaines, constate qu'il y a un compte qui se dégrade, à l'occasion de ces réunions-là, c'est peut-être le moment de se dire, le directeur commercial et le head of, peut-être qu'il y a une opération commando à faire lui et moi, main dans la main, à aller sur place voir la personne, même si elle est en région, même si elle est à l'étranger. Dernièrement, par exemple, on est allé voir un client en Allemagne. Dernièrement, j'ai un de mes CSM qui est allé faire un peu le tour de nos clients en Italie. Enfin voilà, il y a beaucoup d'échanges durant cette réunion formelle avec les sales qui a lieu globalement une fois par trimestre. Et après, au sein de mon équipe, alors pardon, non, pas au sein de mon équipe encore, j'ai des réunions ritualisées avec le produit une fois par semaine, avec les devs une fois par semaine aussi. Et au sein de mon équipe, très paradoxalement, il y a beaucoup moins de réunions ritualisées. Euh, on a, pendant de très nombreuses années, fait un weekly. Euh, Aujourd'hui, on travaille plutôt en asynchrone. Chaque CSM m'envoie une sorte de finish à la fin de la semaine où il passe l'intégralité de son parc en revue en me disant en gros quels sont les updates. Et moi, en asynchrone, voilà, je prends connaissance, le CRM est à jour, etc. Et si je détecte qu'il y a besoin qu'on discute plus particulièrement d'un client, là, on va déclencher effectivement, on va déclencher un point interne. Une fois de temps en temps, on essaie de se faire pas trop lié avec le travail, mais on essaie effectivement pour conserver ce lien parce qu'on est beaucoup en distanciel, on essaie de tous se retrouver en dehors du boulot pour pouvoir aller, je sais pas, dîner ensemble, faire des activités, des trucs comme ça, un peu team building. Euh, mais après, sur le côté rituel, euh, d'une semaine à l'autre, je vais jamais avoir le même nombre de réunions avec mes équipes. Un CSM va avoir besoin de moi pour un point particulier, on va déclencher une réunion. À un moment donné, dans la roadmap produit, on va avoir une livraison de plein de fonctionnalités. Je vais déclencher une réunion avec l'intégralité de mon équipe pour pouvoir, avec le produit, faire la démo et expliquer quels vont être les use cases qui maintenant vont pouvoir être couverts du côté de nos clients, etc., etc. Euh, c'est pas qu'il n'y a pas de régularité, mais donc, ça se fait à l'opportunité. Moi, je veux vraiment laisser Mhm. mon équipe tranquille. Ils savent qu'au moindre truc, ils peuvent compter sur moi. Et là, on déclenche effectivement un point de contact. Mais il y a pas de routine où on sait que tous les lundis de telle heure à telle heure, on va se regarder dans le blanc des yeux parce que finalement, on n'a pas tant de choses que ça à se dire versus la semaine dernière. C'est Voilà, marrant. je suis sorti un peu de ça. C'est marrant que tu dis ça parce que moi j'aime bien les choses très carrées à ce niveau-là, même peut-être un peu trop français et je suis pas un grand défenseur pourtant de la réunionique, j'aime pas ça. Mais c'est pour ça que du coup je limite moi mes points à 15 minutes. Ouais. Et 15 minutes, tu veux une réunion, c'est 15 minutes. Et tu m'embêtes pas plus longtemps parce qu'il y a des choses à faire. Et si tu veux travailler fort sur un sujet, tu viens le matin à 8h15 et on travaille 1h30 avant que tout le monde arrive dessus. Et à ce moment-là, oui, on peut passer plus de temps sur un sujet. Mais tu prépares ton sujet en amont, tu échanges 15 minutes et après tu retravailles dessus. Ouais, j'ai pas la même approche pour le coup, mais je préfère passer une heure avec quelqu'un de mon équipe pour creuser un sujet avec lui, l'aider et solutionner un quelconque problème, plutôt effectivement que d'avoir 15 minutes par semaine avec les uns les autres. Mais à nouveau, hein, ça dépend. Nos métiers sont tellement, comment dire, tellement différents d'un client à l'autre, d'un secteur d'activité à un autre, d'un type de produit à un autre. Mhm. Même s'il y a des bonnes pratiques, tout ça doit forcément s'adapter à nos contextes respectifs. D'où l'intérêt de cet échange, c'est de montrer un peu
Les Les différences, ouais. différences, exactement. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour pas vous prendre trop de temps. On va parler métrique. Donc, qu'est-ce que vous suivez? C'est quoi un petit peu les indicateurs qui sont importants pour vous, que vous suivez en continu, qui vous permettent de mesurer en fait l'efficacité du customer success dans votre entreprise? Voilà, qu'est-ce que c'est? NRR, usage, expansion. Ok, très Je clair. dirais quasiment la même chose. Nous, on ajoute le taux de renouvellement par rapport aux licences. Les NPS, je les ai pas du tout rendus aujourd'hui impactantes dans par exemple, la rémunération du sales. Par contre, derrière, ce qui est très important, c'est la partie adoption produit. J'ai même mis volontairement une case dans HubSpot sur la fiche entreprise en disant est-ce que l'entreprise est à jour sur la dernière update du produit en question, parce que ça, c'est trop important et si t'en rates une ou deux, terminé. Donc, à la fin, tu fais un listing. Les entreprises sont bien au courant de tout ce qui se passe, oui, non, et ça, je l'ai ajouté. Ouais. Très clair. Bon, plutôt des indicateurs finalement expansion et rétention. Donc, Héroïste. ça me paraît On logique. arrive à Ouais, un moment donné comment dire, où les démarches CS, elles doivent montrer que c'est pas un oui, centre de coût, mais que c'est un centre de profit. Donc forcément, les KPIs, elles vont être héroïstes. Et il y a plein d'entreprises exactement. aujourd'hui qui n'ont pas encore CS et ils se disent, mais c'est quoi ce métier où en fait tu prends juste des coups de téléphone et t'écris des rapports sur Slack? Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, le métier de Hmm. Customer Success. C'est vraiment un métier où tu as une valeur énorme pour l'entreprise. Par contre, tu es garant de ramener quand même plus d'argent et au moins de le sécuriser sur les années en cours, quoi. Bah, d'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça que j'avais noté pour toi, Benjamin. Qu'est-ce que tu fais payer? Est-ce que tu disais qu'il y avait, voilà, le customer success est normalement compris dans le contrat, mais c'est à quel moment que tu fais payer l'accompagnement en plus? Euh, Ce qu'on fait généralement, pour expliquer un peu le customer de journée, donc il y a une phase effectivement de delivery, il y a très peu de training parce que l'outil est, comment dire, se prend très très facilement en main. Toute la partie delivery, elle est évidemment incluse. Généralement, on passe en moyenne 4 à 6 semaines pour installer la solution chez nos clients. Tout ça, c'est inclus. Pendant ces 4 à 6 semaines qu'on passe 3 heures par jour ou qu'on passe 3 heures sur l'intégralité de la période, quoi qu'il arrive, c'est inclus. Post-déploiement de la solution, donc quand on rentre dans le run, on aime bien sur le premier trimestre faire des points à minima mensuels. Ça aussi, c'est inclus. Et après, c'est plutôt au trimestre qu'on fera des gros points sur lesquels on revient sur l'usage, on revient sur effectivement les KPI de succès du client, est-ce qu'elles ont évolué ou pas, comment elles ont été mesurées, qu'est-ce qu'on peut faire mieux collectivement, qu'est-ce que eux peuvent faire mieux de leur côté, et on leur partage les bonnes pratiques qu'on a pu voir. On commence à avoir une solide expérience du monde de l'innovation en France et à l'étranger. Qu'est-ce que nous, de notre côté, on prévoit aussi dans la roadmap qui peut venir les servir? Voilà, mais ça devient trimestriel. Si un client veut de nouveau faire évoluer son outil, passer par de la configuration, veut avoir du conseil supplémentaire ou une fréquence un petit peu plus comment dire, haute en termes d'échange euh, ritualisé, là, pour le coup, ça peut devenir payant, en effet. Ça peut devenir payant. Clair. Allez, je finis avec mes quelques dernières questions. Les erreurs à pas faire quand on crée son pôle. Comme ça pourrait peut-être aider Rémi. Je sais que tu es encore en cours en plus. Et tu peux donner aussi, hein, si tu as Euh, des erreurs que tu as remarquées déjà que tu as faites, Rémi, dans J'en cette ai première phase. j'en ai de la première, enfin de l'ancienne expérience que j'avais où il y avait beaucoup plus de personnes à gérer et je sais en tout cas ce que je ne reproduirai pas. Mais vas-y Benjamin, l'honneur est à toi. euh, oh, il y en a tellement. Euh, alors, pour montrer l'efficacité, c'est ça le prisme, hein, Justine, c'est pour montrer l'efficacité de la démarche CS, hein, c'est ça. Oui, en fait, c'est quelqu'un là qui doit tout faire, on lui demande de tout structurer, de créer son pôle Customer Success, qui est à la place de Rémi, voilà, dans ta nouvelle entreprise. Euh, c'est quoi les erreurs que tu lui dirais? Surtout, évite de faire ça. Donc déjà s'aligner avec la direction générale sur quels sont les KPIs de succès de la démarche Customer Success. Si toi, tu parles satisfaction client alors que la direction générale, elle attend que de parler de chiffre d'affaires, bah, vous ne parlez pas le même langage et forcément, vous n'allez pas vous comprendre. Donc déjà, il y a bien s'aligner là-dessus. Quitte à devoir faire de la pédagogie pour toutes les directions générales ne sont pas forcément sensibilisées à quels sont les tenants et les aboutissants d'une bonne démarche TS. Donc, quitte à faire de la pédagogie pour expliquer à quoi ça sert et à quoi ça ne sert pas. C'est pas un-
un pansement sur une jambe de bois qui va subitement améliorer la santé financière de la boîte, par exemple. C'est pas parce que tu vas engager 2 CSM que subitement, ça y est, on va résoudre tous nos problèmes. C'est pas aussi simple que ça. Ça y contribue, mais pas que. Donc, premier point, ça serait ça. Je dirais, c'est essentiel quand on est le head of ou le futur head of ou celui qui, en tout cas, crée la démarche, c'est essentiel de comprendre les process de l'entreprise, c'est essentiel de comprendre le secteur d'activité, c'est essentiel de comprendre le client. Si tu ne connais pas sur le bout des doigts ces 3 points-là, tu ne peux pas avoir un bon customer journey, tu ne peux pas avoir des bons process qui vont être efficaces en interne et qui vont mobiliser les bonnes personnes au bon moment et tu ne vas pas être efficace. Euh, ensuite, je, je vois beaucoup ça, des head-off qui sont complètement décorrélés du terrain. Je pense que c'est une erreur. Je ne dis pas que le head-off, il doit garder des comptes, mais je pense que le head-off, il doit être, en tout cas, moi, c'est ma conception du truc, le head-off, il doit être présent dans tous les gros calls de potentiellement tous les clients stratégiques, voire même les clients qui sont un peu moins stratégiques. Son boulot, c'est d'être toujours connecté au terrain avec beaucoup plus de recul que le CSM qui, lui, est vraiment dans l'opérationnel. Le fait d'être continuellement connecté au terrain avec ce recul-là, c'est ce qui permet de détecter les signaux faibles, c'est ce qui permet aussi après d'impacter la roadmap parce qu'on a détecté des nouveaux besoins auxquels on peut potentiellement répondre avec l'outil, etc., etc. Donc, avoir quelqu'un qui ne se contente que de faire du management et du reporting à la direction générale, je pense que c'est une erreur. Euh, et si je peux mettre une quatrième erreur, c'est sous-estimer la formation. Tu as tes CSM qui sont en place, trop bien. Tu as tes process, tu as tes outils, tu as tout mis en place. Tu as, tes team leads qui sont ton middle management et tout. Ok, trop bien. Forcément, tes CSM, ils vont pas évoluer à la même rapidité. Tu en as certains qui vont être tout de suite extrêmement à l'aise avec aussi bien la compréhension du produit que la compréhension du secteur, que la compréhension des bonnes pratiques du CS game, tandis que d'autres vont peut-être être un petit peu plus lents sur une de ces briques. Euh, j'ai la sensation que c'est quelque chose que les Américains font extrêmement bien. S'assurer à n'importe quel moment que tout le monde a le même niveau de connaissance et parle le même langage. Euh, j'ai là aussi la sensation qu'en France, c'est ce qu'on fait pas très bien pour l'instant. On recrute des gens, on attend d'eux qu'ils soient opérationnels et une fois qu'ils sont en place, OK, on les forme sur le produit, mais on arrête de les former sur améliorer leur pratique du CS, les aider à faire de l'expansion, leur apprendre à vendre, leur apprendre à faire du storytelling, leur apprendre à faire de la veille, leur apprendre à, je sais pas, à trouver des bons icebreakers en fonction des personnes qu'ils ont autour d'eux. Il y a plein de choses sur lesquelles chaque personne doit accompagner et je vois trop peu de head-off qui prennent la peine de former les équipes. Voilà, ça serait la quatrième grosse erreur. Ouais, bah, je suis totalement d'accord, surtout sur le dernier point. Oui. Déjà, ce qu'on fait en fait déjà entre nous, c'est qu'on a tous des visions différentes et je trouve d'aller échanger avec d'autres CSM, d'autres entreprises, c'est le top quoi, enfin, pour avoir toujours des mises à jour un petit peu sur Hmm. ses compétences, etc. quoi. Ça, c'est comment dire, en pair à pair, ça marche bien. Ah, vous êtes Mm. là encore? Ah, vous êtes là, Oui, ça oui. avait frisé. En pair à pair, ça marche très bien. Après, en top-down, donc le head-off qui forme ses équipes ou qui fait appel à des formateurs, enfin peu importe, mais c'est aussi cette démarche top-down, elle est, je trouve, aussi très importante parce qu'elle sécurise le head-off dans son rôle de manager qui s'assure que, à nouveau, tout le monde parle bien le même langage et tout le monde a bien les bons outils pour travailler correctement. Voilà. Et Ouais, l'outil, c'est pas que HubSpot, complètement d'accord. c'est aussi la connaissance et les bons réflexes à acquérir. Complètement d'accord. À toi, du coup, Rémi. Bah écoute, ouais, Benjamin, franchement, je suis d'accord sur presque tous tes points. Il n'y a même pas de presque, hein, surtout le dernier point, comme dit Justine, c'est très juste. Les deux seules choses que je rajouterais, c'est que, et là je le vis en arrivant, tu dis pas oui à tout. Voilà. Quand tu es CSM, tu Mhm. n'es pas, Complètement d'accord. t'es pas vulgairement, t'es pas la poubelle du coin. Voilà, y a pas, il y a plein de problèmes dans une entreprise qui sont plus ou moins graves, plus ou moins, on va dire, dans les rouages de la boîte, mais le CSM n'est pas là pour régler tous les problèmes. C'est-à-dire que s'il y a un souci de ticketing, par exemple, dans le support ou dans l'engineering, bah, c'est pas CSM qui va devoir gérer ça. S'il y a un souci de prestance commerciale sur un secteur et qu'il faut batcher quelque part, on va pas demander au CSM d'aller ouvrir ses comptes à 200% pour aller chercher l'interlocuteur et faire en fait finalement du référencement. Tu vois, il faut savoir dire non. C'est pour ça que dès le début, moi j'étais très attaché à cette notion de définition. Ma première slide dans mon playbook CSM, c'est je suis, je ne suis pas, je travaille avec. Voilà, ça c'était les trois boîtes et ça a vraiment bien convaincu en tout cas au niveau de la direction.
Donc, c'est à peu près tout ce que je dirais pour ajouter à ce que tu as dit, Benjamin. Globalement, je pense que le plus gros défi de cette fonction de CSM, c'est pas de se noyer justement dans les concepts. C'est exactement ce que tu disais. C'est de garder un œil sur ce qui se fait bien dans le concret. Pas toujours dire on va mettre, agiter des success plans avec plein d'anglicismes, avec plein de mots américains qui font joli. Il faut être capable de le faire, il faut être capable de le mesurer. Et finalement, en fait, c'est ça le plus dur, c'est de le mesurer concrètement. C'est ton CSM qui a passé 20 jours ouvrés dans le mois. Qu'est-ce que ça lui a vraiment rapporté de remplir un CSM de X lignes, X pages avec son client? Est-ce que en fait, le CSM qui dit ouais, j'ai fait tant de QBR, donc le Quarterly Business Review avec tant de clients, est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce qu'il y a des débouchés à ça? Donc je pense que se perdre dans le concept, c'est tuer dès le début la fonction de CSM. Et Benjamin l'a très bien souligné au début de ce call, l'itération, c'est la clé de tout. Hmm. Et que le head of CSM et même que des fois le directeur commercial soit présent dans des calls pour comprendre en fait le terrain, les réponses des clients, ce qui se passe, et tout de suite après le call, tu vois, modifier des choses dans l'organisation interne, bah, c'est top. Bah, on arrête par exemple, on a un jeu de présentation de la boîte, bah, on arrête de mettre cette slide, on sait qu'elle sert à rien, on perd du temps. Voilà, on est efficace, on est straight to the point et on essaye de faire des choses qui fonctionnent, quoi. Bon, bah, vous 2, je crois que c'était très complet là sur tous les conseils. C'est génial. Est-ce que vous avez d'autres points où vous pensez qu'on a peut-être oublié d'aborder qui sont importants, sur cette thématique ou Ça fait un bon je tour pense que déjà c'était quand même. complet, hein. Ouais, je Ouais, crois que on a c'était fait un très bon complet. tour. Il y a peut-être une question au niveau de la rémunération. Chacun a ses idées. Mmh. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un profil CSM, c'est quand même quelqu'un qui doit être en mesure de manier les mots et la parole. Alors, non pas comme le serpent dans Harry Potter, mais qui doit être capable de faire accepter au client que c'est plus qu'une relation client-fournisseur, c'est une relation de long terme, c'est du partenariat. Si tu as envie qu'on aille plus loin ensemble, on est prêt à développer des features pour toi. Moi, je suis prêt à mettre ta parole en jeu et mon poste en jeu limite auprès de la direction pour défendre tes intérêts. Par contre, il me faut que tu montres derrière qu'il y en a sous l'accélérateur. Et un CSM, il doit financièrement se dire, OK, je veux aller là avec mon client. Je sais ce qu'il est capable de faire. Je vais pas juste dire, bah, bonjour, comment allez-vous, comment ça va, est-ce que le produit fonctionne bien? Non, c'est comment se porte votre entreprise. Au niveau du bilan de l'année dernière, est-ce que vous êtes confiant par rapport à votre collaboration avec nous sur les années qui arrivent? Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir investir d'autres billes sur X ou Y solutions? Vous m'en avez parlé l'autre jour, ça m'a fait tilt. Est-ce que vous pensez que dans le budget, ça peut passer? C'est quelqu'un qui tape dedans, qui rentre, qui ose poser des questions. Et donc, pour moi, un CSM, limite, hein, on peut avoir des rémunérations. Alors, Benjamin va peut-être grincer les dents, mais on peut avoir du 60 fixe, 42 variables, on peut avoir 70-30. Moi, je trouve qu'un CSM doit quand même avoir cette espèce d'appétence le matin, d'avoir les dents et d'aller chercher le revenu additionnel, quoi. De participer à l'essor de la boîte. Ça, c'est hyper important. Sans me prononcer sur un quelconque chiffre, ça dépend des moyens de chaque entreprise, etc. Qu'il y ait une part de variable sur la performance, c'est essentiel. À tous les élèves Parler en pourcent, de... parler en pourcentage, hein, pas en. Oui, 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 certes, mais Justine, à tous tes élèves côté care qui vont se mettre sur le marché du travail, là, qui vont chercher du boulot, une entreprise qui veut commencer à faire du CS et qui propose qu'un fixe, c'est a priori une entreprise qui n'a pas bien compris comment fonctionne le poste de CSM, en fait. Donc, je pense qu'un des premiers indicateurs à regarder, c'est effectivement est-ce qu'il y a un variable et sur quoi il se base. Est-ce qu'il se base sur des indicateurs que moi, CSM, je maîtrise, donc ma capacité à aller générer de l'expansion, à faire de la fidélisation? Est-ce que ça se base juste sur une performance d'équipe et pas individuelle? Ça, c'est des critères qu'il faut absolument regarder. Quelque chose qui était super sympa, pour finir, Justine, si tu veux là-dessus, que j'avais dans mon ancienne boîte. Ma manageuse, par exemple, sur la période de Noël, nous disait, bah, il faut que vous fassiez la course au témoignage. Et alors là, c'était la période super sympa. Tout le monde devait récolter entre 5 et 10 témoignages sur le quarter, donc de plus ou moins grosse importance, hein. Alors, je dis témoignage, hein, pas un retour client détaillé de plusieurs pages avec des explications techniques. Et vraiment, c'est la quote qui fait 5-6 lignes et qu'on peut partager facilement sur des supports marketing. Et bah ça, à la fin, t'avais une remise. T'avais une remise, t'avais une carte cadeau sur quelque chose, t'avais quelque chose pour stimuler un peu le CSM. Je veux dire un peu de la vieille époque où pas on te paye un voyage à la fin de l'année, mais au moins on te paye, j'en sais rien, une petite récompense en plus. Ça, c'est des choses qu'il faut aussi réussir à mettre dans une industrie, je pense. Enfin, en tout cas, dans une organisation. Ouais, c'est trop bien ce petit challenge. Ouais. Non, c'est top. Allez, toute dernière question. Est-ce que vous pensez à une thématique qui pourrait être abordée dans une prochaine table ronde? Ou une que vous aimeriez bien peut-être entendre? Euh, Ce qui est bien, c'est comme on n'a pas du tout préparé les questions, Ah bah on est non. complètement pris au dépourvu avec Rémi. Euh, Comment tu intègres du low touch quand tu commences à avoir du low touch? Comment tu revois ta segmentation pour pouvoir inclure autre chose que du high touch?
que ce soit du mid, du low, du tech, peu importe, à partir du moment où ta boîte grossit. Ça, je pense que c'est un vrai sujet qui mérite d'être creusé. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai deux sujets que j'aimerais bien voir. C'est l'évolution d'un CS. Tu vois, par exemple, trouver des CSM qui ont évolué, qui sont partis de juniors bruts et qui sont arrivés, par exemple, tout en bout après 4, 5, 6 ans dans une boîte head off ou team lead sans être le premier, comme tu as fait Benjamin. Ça, c'est sympa de voir comment quelqu'un a évolué et a vu en fait la boîte évoluer. J'aimerais bien voir ça. Et la deuxième chose, c'est comment faire quand dans une organisation avec des CS déjà implantés, chacun utilise ses petits outils de son côté. Et puis finalement, il n'y a pas une grosse conformité d'équipe. Tu as beau faire des weekly, tu as beau faire ce que tu veux, évangéliser, mettre des papiers pour expliquer comment il faut faire. Tout le monde Mm. va utiliser son Notion, ses notes, son Excel, son machin. Et si tu as voilà, des tips ou des choses là-dessus, je suis preneur. Carotte ou Trop bien. bâton, Trop bien. t'as pas le choix. C'est soit la carotte, c'est-à-dire que tu récompenses ceux qui jouent le jeu et qui utilisent les mêmes outils que ceux qui sont tellement donnés par la boîte, soit c'est le bâton et tu réprimandes ceux qui sortent du rang. De tout ce que je vois, il n'y a pas de solution miracle. Après, tu es en démocratie et si quelqu'un a un outil qui est meilleur que celui que toi tu proposes, évidemment, c'est celui que tu dois prendre. Mais carotte ou bâton. Ce qui serait marrant du coup, c'est d'avoir un talk que tu intitules CS au carré, Customer Success et Customer Support. Et là, tu fais la différence avec deux interlocuteurs. Ça peut être animé aussi comme du sujet. Bah, merci en tout cas pour tous les échanges. Je vais mettre je pense, une fiche PDF avec tout le récap de tout ce que vous avez dit, ce qui avait beaucoup de valeur, je pense. Ouais, on a beaucoup parlé. Ouais, ça c'est top. Et est-ce que je peux partager aussi vos profils LinkedIn si on a envie de vous contacter? Trop Complètement. Avec bien. plaisir. Et ben merci à tous les deux. Merci Justine, merci Rémi.